sans plus attendre, Benjamin Lucas. Tu ne me présentes pas? Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un élu du territoire, connaisseur de ces lieux, m'indique que cela faisait longtemps, très longtemps, qu'on n'avait pas vu autant de monde à une réunion publique dans cet espace Christian Faure. Donc je crois que vous pouvez vous applaudir pour cette mobilisation qui est un signal extrêmement positif et qui en tout cas me remplit de joie. Je veux commencer par quelques remerciements. D'abord pour toi, Jamel, qui nous accueille à Limay, dans cette salle dont tu l'as dit, dans laquelle nous avons des souvenirs merveilleux. Celui d'un premier meeting ensemble, de l'unité, qui enfin advenait. Celui des résultats du 19 juin, où, en dépit de mon pessimisme, j'ai dû reconnaître à un moment dans la soirée qu'on avait effectivement gagné et que les bulletins de vote de Jusier ne permettraient pas de rattraper l'écart qui séparait notre adversaire de nous, mais aussi de l'attente des résultats de la 11e circonscription que nous avons attendu fébrilement ici, qui ont mis un peu plus de temps, mais qui nous sont parvenus quand nous étions encore dans cette salle et qui ont permis aux Yvelines d'avoir 2 députés NUPES sur 12. On essaiera de compenser par l'activité, et on compense déjà par l'activité dans l'hémicycle, le fait de ne pas être plus, mais je n'ai aucun doute, puisqu'il y a ici des camarades d'autres circonscriptions, notamment de la 9e que j'ai vue tout à l'heure, je n'ai aucun doute que la prochaine fois, nous serons une délégation bien plus nombreuse à l'Assemblée nationale. Donc merci, cher Jamel, de nous accueillir et de tes mots. Merci aussi à tes prédécesseurs, Éric et Jacques, que j'ai vus tout à l'heure, qui nous font également l'amitié de leur présence. Moi, Jamel, tu l'as dit, accueilli, c'était au Café de l'Avenir. Et depuis, on ne s'est plus quitté. On travaille ensemble sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de sujets. Tu es d'une aide précieuse dans la vie du député et j'aimerais que partout on soit accueilli comme à Limay, pas dans un esprit, et je sais que tu le faisais également avec mes prédécesseurs, dans un esprit républicain et pour garantir évidemment la transparence et les comptes rendus de mandat comme nous le faisons ce soir. Merci Kenza d'avoir non seulement animé cette soirée, mais d'animer aussi évidemment cette circonscription. On avait pris l'engagement pendant la campagne qu'on continuerait ce binôme, ce tandem après, et c'est un bonheur quotidien de travailler avec toi, à la fois dans la circonscription, mais aussi à l'Assemblée. Kenza, elle est d'une intelligence précieuse, d'une énergie incroyable, et au quotidien, c'est une source de conseils, de rencontres qui sont précieuses et qui permettent de faire correctement le travail. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est une députée suppléante qui donne à cette fonction qui n'existe pas dans les textes une réalité dans cette circonscription. Et je crois que c'est une chance et un bonheur, non seulement pour moi qui en bénéficie au quotidien, mais aussi pour toutes les habitantes et tous les habitants de la circonscription. Je ne peux pas remercier Kenza sans remercier évidemment l'équipe parlementaire qui m'accompagne et que vous avez pour beaucoup rencontré. Adrien et Théo, et Antonin, qui n'est pas là, mais qui aimerait être là, mais Adrien et Théo qui sont là, qui font un travail remarquable, en dépit d'un bureau extrêmement bordélique, mais qui font un travail remarquable et qui font démonstration de beaucoup de rigueur, d'intelligence, de sensibilité, et qui ont un rôle qui va au-delà d'un simple travail, j'allais dire, et qui sont des vrais militants du quotidien. Et aussi, je veux les en remercier très sincèrement et très chaleureusement. Remercier les camarades de la NUPES. Je l'ai dit tout à l'heure quand on patientait, en disant qu'évidemment, on n'aurait pas gagné cette circonscription, on n'aurait pas repris cette circonscription à la droite sans l'investissement des insoumis, des communistes, des socialistes, des écologistes de génération qui se sont mobilisés et qui continuent à faire vivre cette union. On ne se serait pas réunis ce soir et on n'aurait pas pu se réunir ce soir sans leur mobilisation. Moi, je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai le sentiment d'avoir été accueilli, bien accueilli, et qu'on est en train de faire vivre concrètement, localement, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale qu'on attendait depuis si longtemps. Et donc je veux vraiment vous dire à la fois mon bonheur et ma fierté de militer avec vous au quotidien, vous qui êtes des militantes et des militants exceptionnels. Remercier William, le député de la 11e. Je l'ai dit, on a attendu dans cette même salle le résultat qui nous annonçait ton élection. Je l'ai dit là aussi tout à l'heure avant qu'on commence. Mais bon, tu l'as dit, on s'est connus dans une vie antérieure.
il y a un peu moins de 10 ans quand même. J'ai refait les comptes et tu nous vieillis un peu trop vite. Mais c'est vrai que ça commence à dater et on a pu déjà combattre un certain nombre de projets rétrogrades. À l'époque, c'était la loi travail, la déchéance de nationalité. On a déjà combattu des projets rétrogrades, donc celui-ci ne nous fait évidemment pas peur. William, qui est l'excellent député de la 11e circonscription des Yvelines, où nous avons, et nous le saluons, il aurait voulu être parmi nous ce soir, le maire Ali Rabé, qui là aussi, comme le maire de Limay, Jamel Nedjar, sont des élus qui font honneur à la politique, honneur à la démocratie et qui montrent qu'on peut concrètement changer la vie quotidienne sur son territoire en dépit des politiques gouvernementales, en dépit du matraquage des collectivités locales qui sont chaque jour, comme tous les corps intermédiaires, comme tous les contre-pouvoirs, méprisés et humiliés par ce gouvernement, qui font un travail remarquable. Et on a la chance dans ces territoires qui sont parmi les plus pauvres de notre région, parmi les plus abandonnés des pouvoirs publics, on a la chance, et vous avez la chance d'avoir des élus locaux, des maires qui se battent au quotidien avec des équipes municipales. Il y a ici beaucoup d'élus de Limay, la première adjointe, inénarrable Gigi, qui est là aussi, mais d'autres. Et je ne pouvais pas ne pas citer Gigi, évidemment, puisque Gérard Larcher l'a fait il n'y a pas longtemps, donc on ne va quand même pas laisser ce monopole à la droite sénatoriale. Mais nous avons la chance d'avoir des élus du quotidien qui se battent et qui sont le bouclier social et environnemental à la politique injuste et brutale d'Emmanuel Macron. Merci à toi, Clémentine, chère Clémentine, d'être là. Tu m'avais promis de venir sur cette circonscription. On avait programmé une date un peu plus tardive à Mantes, et puis le mouvement des retraites arrivant, je t'ai fait cette proposition, tu l'as acceptée récemment. Je te remercie sincèrement d'être là. Clémentine Autain, ce n'est pas simplement l'élu que vous connaissez, qui défend avec passion, talent, enthousiasme et beaucoup d'intelligence les combats qui nous sont communs à l'Assemblée nationale et dans tout le pays. Nous serons à Alès dans quelques jours ensemble. Clémentine Autain, c'est aussi d'une certaine façon celle qui a, avec d'autres, inventé la NUPES. Parce que je me souviens qu'à une époque où la gauche était fracturée, divisée, où on avait du mal à se parler les uns et les autres, Clémentine, avec Elsa Faucillon, avec Guillaume Balas, avec d'autres, a inventé quelque chose qui s'appelait le Big Bang. Et on s'est retrouvés pour des gens qui ne se parlaient pas, qui faisaient campagne les uns contre les autres sur les élections européennes, sur un certain nombre d'élections. On s'est retrouvés à faire des salles communes. C'était à Limoges, comme quoi on a l'habitude d'aller assez loin ensemble, ma chère Clémentine. Et finalement, il y a quelque chose qui est né dans ces moments-là, et où beaucoup de gens se sont dit dans ces réunions, mais en fait, ce qui nous sépare n'est pas si important que ça. Et face à la violence du macronisme, face à la menace du péril de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir demain, il faudrait peut-être penser à se rassembler. Et tu as fait partie de ceux qui ont initié, et depuis longtemps, ce mouvement unitaire. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'avoir cette première assemblée citoyenne de la NUPES dans cette circonscription avec toi, ma chère Clémentine. Et puis tu es aussi, et pour le député qui siège au groupe écologiste que je suis, ça parlera évidemment, et je suis venu, je citerai tout à l'heure André Gors, parce que je t'ai prévu une petite surprise, un petit cadeau pour te remercier. Tu es aussi l'une des premières à gauche qui a fait cette synthèse entre la question sociale et la question environnementale, en théorisant avec d'autres, avec Jean-Luc Mélenchon, avec nos camarades de génération, avec mon camarade Benoît Hamon dans la campagne de 2017 notamment, mais qui a fait partie de ceux qui ont très vite dit il n'y a pas d'opposition entre le combat pour le climat et le combat pour la fin du mois. Il n'y a pas d'opposition entre l'avenir de la planète et l'avenir de nos retraites. Et ça aussi, c'est précieux dans le logiciel qui nous a permis de construire la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pas simplement une alliance électorale, mais un mouvement de fond qui propose une véritable rupture avec les politiques néolibérales et avec la violence des injustices. Pour ça aussi, je suis très heureux que tu sois là ce soir. Je veux remercier évidemment les organisations syndicales qui sont présentes. Je parlais d'unité à l'instant pour l'unité politique. Cette bataille, moi, je suis certain que nous allons la remporter, notamment parce qu'il y a l'unité syndicale. Et je veux remercier les organisations syndicales présentes aussi pour cela, pour cette unité si précieuse. Si précieuse. Et je veux le dire parce que les camarades de GRDF le disaient tout à l'heure, vous allez en prendre plein la figure. On va vous accuser d'être des terroristes. Ils l'ont déjà fait. On va vous accuser d'être des preneurs d'otages. Quelle indécence vis-à-vis de ceux qui ont vraiment été victimes de prise d'otages, de comparer celles et ceux qui exercent un droit légitime, le droit de grève, parfois des actions qu'ils peuvent juger radicales, mais qui enfin ont toujours existé, qui ont toujours conduit à de grands mouvements sociaux, à de grandes conquêtes sociales. Vous allez donc en prendre plein la figure par ceux qui n'ont que le mépris à la bouche pour les organisations syndicales et qui n'ont fait que piétiner ces dernières années tous les corps intermédiaires de la même façon qu'ils humilient le Parlement avec leur 49.3. Eh bien, sachez que nous,
parlementaires, nous militants de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, à chaque instant nous serons là pour vous défendre et à chaque fois nous serons là en première ligne pour vous soutenir face à la répression qui vous touche. Et il n'y a pas de démocratie, ça a été dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas trop longtemps, mais quand même. J'entends toujours ces débats à la télé qui disent, vous savez, l'élément de langage phare des macronistes, la démocratie, c'est pas dans la rue. Ah bon? Ah bon? Mais la démocratie, c'est partout, c'est évidemment au Parlement. On y tient notre place, on y tient notre rang. Mais la démocratie, c'est ce soir quand on se parle. La démocratie, c'est dès qu'un citoyen émet une opinion. Bien sûr que la démocratie, c'est dans la rue. Et je vais même plus loin. Il faut que la démocratie soit dans la rue. Il n'y a pas une conquête sociale dans ce pays qui a été arrachée en demandant « S'il vous plaît, excusez-moi, peut-on avoir une augmentation de salaire ? S'il vous plaît, excusez-moi, peut-on avoir des congés payés ?» Serait-il possible, mesdames, messieurs, que nous puissions éventuellement partager le temps de travail? Non, tout s'est obtenu par le mouvement social et par le mouvement syndical. Et je termine ces remerciements parce que j'ai vu également beaucoup de mouvements associatifs. Et moi, l'une des raisons qui font, parmi des centaines d'autres, mais l'une des raisons que je veux développer devant vous ce soir, qui font que je combats cette réforme des retraites, c'est notamment l'impact qu'elle aura sur le mouvement associatif. Parce qu'il n'y a pas une dirigeante ou un dirigeant d'association, bénévole, salarié, que je rencontre dans le Mantois et dans le Vexin, qui ne fait pas le même constat que le mien. Cette réforme, elle va priver les structures associatives, les clubs sportifs, tout ce qui a permis, on l'a vu notamment pendant le Covid, de faire vivre les solidarités. Tout ce tissu associatif qui, là aussi, est un bouclier face à la violence d'une politique injuste et brutale. Il va être privé de beaucoup de ces bénévoles. Parce que toutes et tous me disent, quand je leur demande quel est le profil, quels sont celles et ceux qui s'engagent le plus parmi vous dans ces structures caritatives, associatives, dans ces clubs sportifs, ce sont les nouveaux retraités. Parce que les années dont on profite le plus à la retraite, dans lesquelles on a le plus d'énergie, dans lesquelles on s'engage le plus, dans lesquelles on donne le plus de son temps, ce sont les premières années de la retraite. Et si on prive et si on fait travailler plus tard, eh bien, on va tuer le mouvement associatif, on va tuer le mouvement bénévole dans ce pays. Et ça, il faudra le dire, il faudra aussi résister pour cela. Et vous pouvez applaudir les associatifs. Et pas seulement. La garde d'enfants, on en parle peu. Mais quel est le nombre, combien sont ces familles qui demain, parce que le grand-père, la grand-mère, qui jusque-là profitaient des premières années de la retraite pour tout simplement partager des moments de bonheur avec ses petits-enfants et permettre aux parents de s'engager, de venir à une réunion publique comme ce soir par exemple, de s'engager dans des associations, tout simplement de profiter, de travailler, de profiter de son temps libre, de pouvoir souffler un peu. Combien ne pourront plus le faire parce que là aussi, on va priver des grands-parents, des néo-grands-parents de ces années très précieuses du début de la retraite. Et on sait notamment sur la question des gardes d'enfants, sur qui la charge va retomber, comme d'habitude et comme toujours, et d'abord sur les femmes. Donc là aussi, on voit que dans tous les domaines de la société, dans tous les champs de la vie quotidienne, cette réforme est une perfidie sans nom. Je parle des retraites, mais je ne peux pas m'empêcher quand même, pardon, puisqu'on est encore en janvier et je ne l'ai pas fait. On n'a pas organisé de cérémonie de vœux. J'ai vu que ça se faisait dans la 11e circonscription des Yvelines, mais évidemment de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que j'espère combative, revendicative et donc victorieuse. Et puis, c'est aussi la première assemblée citoyenne de circonscription qu'on organise. Alors, pour les prochaines, on a prévu un format peut-être plus différent, plus participatif, sur les questions qui ont trait à la vie de la circonscription. Mais là, j'ai fait le constat depuis la rentrée qu'à chaque porte-à-porte, devant chaque gare, à chaque réunion publique, partout où j'allais, dans tous les vœux, et il y en a eu beaucoup, pas trop, mais beaucoup, à chaque fois, on me parlait de la réforme des retraites. Et donc, on a organisé ce moment-là, et c'est pour ça que je voulais qu'on donne la parole toutes les organisations syndicales, aux féministes, à la jeunesse et au mouvement étudiant, parce que là aussi c'était important, mais donc il y aura des assemblées citoyennes tous les mois. C'était un engagement de la campagne. C'est 7 mois de mandat, j'en tire pas le bilan ici, parce qu'il faudrait trop de temps, puis vous avez le petit journal à disposition à la sortie. Mais ce que je peux dire, au-delà, évidemment, je parlerai dans de prochaines assemblées citoyennes de circonscription,
du travail en circonscription. Et je remercie Jamel pour les propos qu'il a tenus sur la présence sur le terrain, parce que ce n'est pas toujours facile, parce que nous sommes députés, notre mission première est de faire la loi, de contrôler le gouvernement, et que par ailleurs on légifère beaucoup dans ce pays, on est amené beaucoup à être au Parlement. En plus, comme il n'y a plus de majorité, des fois on gagne des votes à 1 ou 2 suffrages, et donc je crois pas avoir de mauvaises statistiques en termes de présence à l'Assemblée nationale. Là aussi, elles sont disponibles sur le petit journal, mais aussi j'essaye, et je te remercie de l'avoir dit, d'être le plus possible présent sur le terrain, parce que c'est ce qui nourrit. Je crois que c'est pareil pour mes collègues. C'est ce qui nourrit nos interventions, c'est ce qui nourrit notre compréhension du réel, c'est ce qui nourrit aussi l'énergie et la passion qu'on peut mettre parfois dans des séances de nuit où on entend, il faut le dire, entre le Rassemblement national et la Macronie, où on entend, William a eu l'amabilité d'en citer que 2 tout à l'heure, des imbécilités, si je puis dire, qu'on entend dans le débat. Ce qui donne de la force, c'est de pouvoir, par exemple, sortir la carte qu'ont fait les écoliers d'une école au Val-Fouré, par exemple, pour dire, moi, je vous avais parlé d'éducation, vous parlez en comptabilité, vous parlez en chiffres, vous parlez avec des vieux concepts ringards de retour de l'uniforme. Moi, je vais vous parler de gamins qui parlent de la République bien mieux qu'aucun élu du Rassemblement national ne le fera jamais, et de façon bien plus concrète et bien plus intelligente qu'aucun élu de la République en marche ne le fera jamais. Donc cette présence sur le terrain, elle va continuer, elle est très précieuse. Et puis on fait l'expérience au Parlement, et là on l'a fait sur cette réforme des retraites, là aussi d'une incroyable brutalité du pouvoir macroniste à l'égard du Parlement. Et je le dis, il y a déjà eu un vote sur la réforme des retraites. C'est ça qu'ils doivent entendre, parce que dans l'argumentaire très antidémocratique du président de la République, ils nous disent, mais souvenez-vous, le 24 avril, Emmanuel Macron a été élu. Hein, ils oublient de dire pourquoi. Ils oublient de dire comment. Ils oublient de dire grâce à qui. Et donc le 24 avril, ça vaut quitus. Parce que oui, il y avait en page 18 du programme, il y avait marqué réforme des retraites 64 ans. Ah, d'accord. Mais ils oublient que depuis, il s'est passé une autre élection, le 19 juin dernier. Et on l'a tous ressenti sur le terrain dans les porte-à-porte, dans les éléments qui ont fait que les Français souverainement ont choisi de priver Emmanuel Macron d'une majorité absolue au Parlement, qui est un fait inédit, historique dans l'histoire. Il y avait la question de la réforme des retraites, et elle était centrale. Donc le référendum populaire, j'allais dire, il a déjà eu lieu. Le fait de ne pas avoir de majorité absolue au Parlement pour Emmanuel Macron, on voit ce que ça signifiait. Ça signifiait un refus très fort de la réforme des retraites. Et on sent aujourd'hui, en réalité, puisque là aussi, comme moi, vous êtes attentifs aux déclarations, chers collègues, de nos collègues de la majorité, que de jour en jour, il y a des députés qui, soit par trouille un peu, parce que quand même ils voient leur réélection menacée demain, ou parfois peut-être par sincérité, parce que quand ils rentrent dans leur circonscription, ils entendent les souffrances des gens, qui disent, députés de la majorité, hein, moi cette réforme, je ne suis pas certain de la voter. Et donc on est en train de passer, je vous invite à observer ce qui va se passer au Parlement, on est en train de passer d'une majorité relative à une minorité absolue. Et croyez-moi, on va tout faire pour que ça s'amplifie dans les jours qui viennent. Alors j'ai une excuse, je m'excuse parce que j'ai hésité, je voulais inviter quelqu'un, j'avais très envie d'inviter Olivier Dussopt ce soir. Alors pas pour avoir un petit tuto de comment retourner sa veste, art dans lequel il est expert, puisque c'est quand même le monsieur qui a été capable de critiquer un budget dans l'Assemblée nationale, c'était le mandat précédent, de dire à quel point le budget était horrible. Le lendemain, il devenait ministre, il siégeait à Bercy, donc il défendait ce même budget. Il a quand même été capable de ça. Vous apprécierez la gymnastique, hein, le talent d'artiste, si je puis dire. Mais moi, je voulais l'inviter pour quelque chose que William a dit tout à l'heure sur la pédagogie. Alors, déjà, moi, la pédagogie, j'aime pas ce terme, parce que la pédagogie, ça s'adresse à des enfants. Bon. On n'est pas des enfants, les gens ne sont pas des enfants, ce sont des citoyens très éclairés. Mais moi j'aime bien qu'ils fassent de la pédagogie, parce qu'effectivement, plus ils expliquent, plus on comprend, plus on rejette. Donc je vous invite à les écouter, à les diffuser, à les partager. Regardez même le fameux Riester. Moi c'est bien parce que, ceci dit, ça a une utilité. J'ai découvert qu'il y avait un ministre chargé des relations avec le Parlement. Parce qu'alors on le voit, des fois on voyait, je disais mais qui est ce monsieur à côté de la Première ministre ? Ça doit être un de ses conseillers, ça doit être quelqu'un qui s'est perdu, qui passe par là et tout. J'avais pas entendu le son de sa voix. Donc grâce à la chaîne parlementaire et grâce à sa déclaration, à son aveu très sincère, hein, de dire bah oui, cette réforme est mauvaise pour les femmes, j'ai découvert qu'on avait un ministre chargé des relations avec le Parlement, sans doute un spécialiste du 49.3. Voilà, mais donc lui aussi, invitons-le, posons-lui la parole. On avait fait avec William, il y a quelques jours, on a pris une initiative. On a écrit à l'ensemble des députés de la majorité présidentielle du département des Yvelines. Il y en a 10. Nombreux quand même. Et on leur a dit, bah, écoutez, voilà, c'est un débat qui concerne tous les Français, on est tous interpellés dans nos permanences, débattons-en ensemble. Nous, on est prêts à venir dans vos circonscriptions, prêts à aller jusqu'à Rambouillet,
on est prêt à vous accueillir dans les nôtres et on leur a donné la date de ce soir pour en débattre à ciel ouvert devant les gens. Là, on n'est pas sur BFM TV avec 30 secondes, des éléments de langage. On peut y passer des heures s'il faut. Comme ça s'est passé dans ce pays en 2005 au moment du référendum sur la Constitution, quand les gens sont venus avec le texte, des fluos. Nous, on est prêt à faire des choses qui durent très longtemps. On est prêt à prendre le rapport du Conseil d'orientation des retraites et faire, si j'allais dire, une bataille corps à corps pour comparer nos interprétations de ce texte. Bon. Alors, on en a qui ont dit « Ah, l'agenda, c'est compliqué. » J'ai pas après, on revient à la date que vous voulez. En plus, on est deux, on se répartira s'il faut. « Ah non, non, c'est compliqué, etc. » Bon. Et puis, on a Aurore Berger. Aurore Berger, elle a dit « Je l'ai noté. » Donc, on lui demande « Mais est-ce que vous êtes prête à débattre ?» Comme un peu son travail. Comme on est député, c'est un peu notre boulot de débattre. On fait un peu ça toute la journée. Et Aurore Berger, elle a répondu « Je ne céderai pas aux injonctions de l'extrême gauche. » Bon. Injonction, c'est bon, une invitation, quoi. C'est bonjour madame, est-ce que vous voudriez venir débattre, etc. Je ne céderai pas aux injonctions de l'extrême gauche. Alors, ça peut faire rire, parce que c'est un élément de langage qui est répandu. Mais d'abord, nous, on n'a aucune leçon d'extrémisme à recevoir de la part de gens qui ont élu 2 vice-présidents du RN aux vice-présidences de l'Assemblée nationale. Absolument aucune. Absolument aucune. Et on n'a aucune leçon. D'abord, c'est quand même un peu une méconnaissance historique de ce qu'est la réalité de la gauche. Il y a un ancien ministre socialiste, André Léniel, qui déclarait il y a quelques jours, enfin c'est bien, ils disent extrémiste, extrémiste, le programme de la NUPES, il n'est pas beaucoup plus radical que le programme commun de gouvernement dans les années 70, donc il va falloir se détendre avec l'extrême gauche. Mais honnêtement, refuser à ce point le débat, et même pas dire je ne veux pas débattre avec eux, on débattra au Parlement ou je ne sais quoi, mais caricaturer tout de suite ses adversaires et les insulter, ça en dit long sur leur conception de la démocratie. Mais vous allez voir, et je vais terminer par ça, vous allez voir qu'ils vont... On les sent fébriles, on les sent au Parlement fébriles, on les sent dans la rue fébriles. D'ailleurs, vous regardez, moi je suis un lecteur attentif de leurs réseaux sociaux, comme eux sont attentifs aux miens, surtout les représentants macronistes de cette circonscription, mais un jour ils passeront de 12 followers à 13 à force de m'insulter. Je regarde ce qu'ils font et je vois qu'ils sont assez nombreux là à prendre des week-ends un peu tranquilles, quoi, à plus trop être sur les marchés, à plus trop faire de permanence. On sent qu'ils paniquent parce qu'ils entendent quand 93% des actifs et 72% des gens sont opposés à une réforme, statistiquement, quand vous sortez dans la rue, même quand vous êtes élu dans une circonscription très à droite, eh ben, vous rencontrez des gens qui vous disent ah, la réforme des retraites, faut pas la voter, monsieur le député ou madame la députée. Mais donc on sent qu'ils vont paniquer et donc ils vont évidemment nous insulter sans prendre aux Français, accusés de ne pas avoir compris. Ils vont s'en prendre aux syndicats, je l'ai dit, ils vont s'en prendre aux parlementaires. Je reviens sur les syndicats. Là aussi, élément de langage qui arrive cette semaine, à fur et à mesure que le mouvement social va s'intensifier, que les actions vont se faire de plus en plus fortes, on va avoir l'accusation de paralysie du pays. Le pays est à feu à sang. Vous vous rendez compte, les trains sont bloqués, vous vous rendez compte, il y a des grévistes, des gens qui utilisent leur droit constitutionnel à faire grève. C'est vrai que eux, ils n'abusent pas du tout du droit constitutionnel à faire le 49.3, c'est pas leur genre, hein, vraiment. Et le pays est bloqué. Mais là, le pays, il n'est même pas fracturé, tu l'as dit, William, tout à l'heure. Il n'y a pas 50% des gens qui sont pour et 50% des gens qui sont contre, et on est dans un débat compliqué. Il y a la quasi-totalité du pays qui est contre. Il y a un bonhomme tout seul à l'Élysée qui est pour. Même les siens n'y croient pas. Il n'arrive même pas à défendre sa réforme. Donc s'il veut éviter la paralysie du pays, le blocage, c'est simple. C'est simple. Il retire sa réforme. Il retire sa réforme tout de suite. Et là, on n'aura pas de blocage, de grève, etc. Hein, puisque, par ailleurs, rappelons-le, quand même, personne perd une journée de salaire, plusieurs, par plaisir. Nous, si on retire la réforme des retraites, on sera très content de retourner bosser. Voilà, donc ça, c'est aussi un élément de langage qu'il faudra appréhender, mais c'est vrai qu'il a réussi à faire l'unité, Emmanuel Macron, l'unité du pays contre lui. Là aussi, chapeau l'artiste. Alors, ils s'en prendront à nous en disant obstruction. Je veux en dire un mot parce que aussi, j'entends des gens qui sont un peu interloqués par ça, qui me disent « Mais c'est quoi, monsieur le député, l'obstruction, c'est vrai? Vous avez fait quoi? Des milliers d'amendements ?» D'abord, ça n'a rien d'exceptionnel de faire des milliers d'amendements. Clémentine, qui était dans la mandature précédente, en a fait beaucoup plus. Et ça ne t'a pas empêché d'être brillamment réélu. Bon. Et qu'on arrive beaucoup plus nombreux que la fois précédente. Mais moi, je vais vous dire 2 choses là-dessus. La première, et je pense pouvoir parler au nom des collègues, on assume. On assume que quand une réforme est rejetée par la quasi-totalité du pays, on utilise tous les arguments, tous les instruments constitutionnels et légaux à notre disposition pour qu'il y ait du débat sur cette loi, pour empêcher l'adoption de cette loi. On assume et on assumera. Qu'ils appellent ça de l'obstruction, nous on appelle ça le travail parlementaire. C'est garanti dans la Constitution. Un parlementaire, il a le droit d'amender. C'est eux
qui veulent faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat. Ils ont limité le débat avec le fameux 47.1, je ne rentre pas dans le détail, ils limitent le débat à en fait 9 journées au Parlement. Et les camarades socialistes ont dit, bon, il y a une journée, c'est une journée à nous. Vous savez, dans le Parlement, il y a une journée par an où chaque groupe peut déposer ses textes. Nous, on est prêt à la mettre plus tard, un dimanche, un lundi, quand vous voulez. Comme ça, on gagne une journée pour parler des retraites, quoi. Une journée en plus au Parlement, etc. Eh ben, la Macronie a dit non. Nous, on a dit, on est prêt à venir le samedi et le dimanche. C'est bien la première fois qu'on est pour le travail du dimanche, mais pour nous, il n'y a pas de problème. Hein, et ben, eux, c'est par contre la première fois qu'ils ont été opposés au travail du dimanche. Ils ont dit, on ne va pas ouvrir le samedi et le dimanche. Non, non, il n'y a pas ce temps. Donc nous, on assume parfaitement qu'il y aura autant d'amendements qu'il y a de situations de souffrance et de difficultés provoquées par cette réforme des retraites. Donc effectivement, ça fait des milliers d'amendements. Et alors, il y en a qui ont dit, je vais quand même parler un peu du Rassemblement national, il y en a qui ont dit, nous, on n'est pas, nous, c'est pas la rue. Nous, bon, en même temps, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise dans les cortèges. Vous avez déjà vu Marine Le Pen dans une manif syndicale, vous? Bon. Par ailleurs, elle n'y est pas la bienvenue, heureusement. Mais eux, ils ont dit, nous, on est des gens sérieux. Et la NUPES, ils sont pas sérieux, ils crient fort, tout ça. Bon, c'est vrai qu'eux, ils sont toujours discrets. Hein. Silence pour la France, tout ça, bon, vous avez vu à la télé. Et donc, ils ont dit, nous, on va jouer le jeu du Parlement. Alors, j'ai regardé les compteurs ce matin. Donc, nous, on dépose des milliers d'amendements, mais des milliers d'amendements, c'est pas farfelu, hein. C'est parler des AESH, c'est parler des travaux pénibles, c'est rétablir des critères de pénibilité, c'est parler du monde associatif, c'est parler du montant des pensions. On en dépose des amendements sur des sujets qui concernent la vie quotidienne. Donc nous, on est à quelques milliers, la NUPES. Eux, ils en ont fait 76. Moins d'un amendement par député. Donc moi, je le dis à tous ceux qui, de bonne foi, ont voté pour un député RN ou pour un candidat RN en se disant « il va me défendre contre la retraite à 64 ans ». Ces gens-là vous trahissent dans l'hémicycle. Ils vous trahissent. Aujourd'hui, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui est la seule à tenir fermement la bataille parlementaire contre la réforme des retraites. Alors, je termine d'un mot, puisque tous les chiffres ont été dits, donnés, très bien donnés, et je vous en remercie. Il y a eu aussi l'idée que c'est toujours au nom de la jeunesse, mais sur la jeunesse, ça me fait penser, c'est comme sur la dette qu'on dit toujours, dès qu'un mauvais coup se prépare, on dit c'est au nom des générations futures. Sauf pour le climat, hein. Là c'est les lobbies et compagnie, c'est la transition énergétique qui peut attendre, etc. Mais dès qu'il s'agit de faire des grands discours, la main sur le cœur sur la dette et de ne surtout pas taxer les riches, là on dit c'est pour les générations futures. C'est pareil avec les retraites, sauf que la jeune génération, elle réclame son droit à l'avenir, son droit à la retraite, son droit à la dignité, et donc elle a très bien compris. Et la manipulation des jeunes ne marchera pas. Je crois qu'au-delà des cas qui ont été évoqués, des thèmes qui ont été évoqués, des souffrances qui vont être engendrées par cette réforme, on n'est pas dans un simple débat économique. On n'est pas dans un simple débat, tu citais, William, le caractère ridicule des montants qui sont évoqués. Ridicule. Vous savez, comme ils insistent toujours sur les chiffres, c'est comme si moi je disais j'ai 3 € dans la poche. 3 € en insistant, comme ça tout le monde dira ah, c'est beaucoup, etc. Bon. Au-delà de ça, il se joue une vraie bataille de civilisation, et je pèse le mot, un vrai choc entre deux mondes. C'est-à-dire d'un côté, ceux qui, finalement, par le laxisme fiscal à l'égard des plus riches, parce que c'est ça qu'on paye avec cette réforme des retraites, c'est leur laxisme fiscal. Combien ça a coûté la suppression de l'ISF? Beaucoup plus que les petits montants qu'ils nous évoquent là. Combien ça coûte le premier poste de dépense de l'État? C'est les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises et aux plus riches dans notre pays. C'est ça aujourd'hui la réalité de leur laxisme fiscal et de leur inconséquence. Les principales richesses de ce pays sont plus enrichies en 19 mois de pandémie qu'en 20 ans. Ça devrait faire réfléchir là aussi ceux qui ne veulent pas taxer les riches. Leur modèle, c'est travailler toujours plus, produire toujours plus, et finalement faire, avec ces grands discours sur la valeur travail, jamais reconnaître la souffrance, la pénibilité, ou même quand on a aimé son travail, on peut très bien avoir aimé son travail et avoir bien travaillé, et puis avoir envie, quand l'âge est venu, de faire autre chose. Je l'ai évoqué avec le monde associatif. Donc c'est ça leur modèle de société, c'est ça que nous combattons aujourd'hui. Et nous, et je termine par ça, par cette citation-là, parce qu'elle résume très bien, je sais que Clémentine Autain est la grande spécialiste dans le monde politique d'André Gorz, ici, il faut le dire, qui est le penseur de l'écosocialisme, et j'ai trouvé une phrase, 2 phrases en réalité, ou peut-être 3, mais elles sont brèves, il y a moins d'une page, qui résume parfaitement la différence entre eux et nous, parce que nous sommes la société, nous sommes pour la société du partage, nous sommes pour le droit au bonheur, pour le droit au repos, pour l'émancipation. Vous connaissez mon combat pour le droit aux vacances, pour que chacun ait droit à l'émerveillement, à la beauté. Et André Gorz, il écrivait cette chose très juste: une perspective nouvelle s'ouvre ainsi à nous, la construction d'une civilisation du temps libéré. Mais au lieu d'y voir une tâche exaltante,
Nos sociétés, remplacer société par nos macronistes, tournent le dos à cette perspective et présentent la libération du temps comme une calamité. Au lieu de se demander comment faire pour qu'à l'avenir tout le monde puisse travailler beaucoup moins, beaucoup mieux, tout en recevant sa part des richesses socialement produites, les dirigeants, dans leur immense majorité, se demandent comment faire pour que le système consomme davantage de travail. Comment faire pour que les immenses quantités de travail économisées dans la production puissent être gaspillées dans des petits boulots dont la principale fonction est d'occuper les gens. Alors nous, on va leur dire, à partir de 60 ans, on sait très bien comment s'occuper et ça commence dans la rue le 31.